Henri Laurence, bonjour. Bonjour. Bienvenue en cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire. Alors vous êtes historien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Vous êtes l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages d'histoire et je ne citerai que vos deux derniers ouvrages publiés en 2017, L'Orient dans tous ses états, Oriental 4 aux éditions CNRS et Les crises d'Orient 1768-1914 aux éditions Fayard. Alors Henri Laurence, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Pour aborder ce Moyen-Orient comme système, c'est le titre que vous avez souhaité donner à la conférence prononcée le 11 septembre 2018 à l'école militaire dans le cadre des perspectives stratégiques du CSFRS. Et alors justement, Henri Laurence, pourquoi ce titre, le Moyen-Orient comme système? Quelle est la nature, quelle est la généalogie de ce système? Et est-ce que cette caractérisation constitue peut-être l'étape contemporaine, la nouvelle approche de ce que les historiens occidentaux du XIXe siècle avaient appelé la question d'Orient? Nous sommes parfaitement dans la continuation de la question d'Orient, dans la syntaxe de la question d'Orient. Et le Moyen-Orient est une autre façon de formuler le terme question d'Orient qui appartient plutôt à son XIXe siècle, tandis que Moyen-Orient s'impose à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale, en tout cas chez les anglo-saxons, mais nous sommes devant les mêmes réalités. En un sens, le Moyen-Orient apparaît au XVIe siècle quand les Européens arrivent sur l'océan Indien, et donc par conséquent le monde de l'islam est pris entre une présence européenne dans l'océan Indien et une autre en Méditerranée, mais c'est un épisode relativement bref. Après les premiers combats entre les Portugais et les habitants des régions, les choses se sont rapidement calmées, même si ça a amené la présence des empires ottomans et safavides dans cette région du monde. Plus sérieusement, le Moyen-Orient naît, on pourrait le dire, en 1770, quand une flotte russe venue de Baltique entre en Méditerranée et passe des alliances avec des forces locales, qu'elles soient musulmanes, les Mamelouks d'Égypte, ou orthodoxes, les Grecs du Péloponnèse. Et à partir de ce moment-là, cette région est devenue un enchevêtrement de nœuds politiques, puisqu'il n'y a pas un acteur local qui ne peut agir sans penser ou en entrer en interaction avec un acteur extérieur, soit régional, soit extérieur à la région, et de la même façon, les acteurs extérieurs à la région entrent dans le domaine d'action. C'est pour ça qu'il faut parler à la fois d'ingérence, c'est-à-dire donc du fait de l'extérieur vers le Moyen-Orient, mais d'implication, c'est-à-dire le fait que les acteurs locaux impliquent dans leurs conflits les acteurs internationaux. Et vous pouvez dire, par exemple, en 1798, lors de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, les Ottomans ont impliqué les Russes et les Anglais contre la présence française en Égypte. Et vous pouvez dire, en 1990, pour chasser les Irakiens du Koweït, les Saoudiens ont impliqué les Occidentaux pour chasser. Eux-mêmes, ils avaient leurs propres intérêts. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi bien en 1798 qu'en 1990, un acteur local puissant n'a pu agir qu'en faisant intervenir des acteurs extra-régionaux. Et nous le voyons absolument aujourd'hui dans la crise syrienne qui réplique les grandes crises du XIXe siècle. Oui, alors justement, donc ce jeu permanent d'ingérence et d'implication entre acteurs locaux, régionaux, internationaux, qui sont vraiment inscrits au cœur de la région et dans le temps long de l'histoire. Alors, quelles conséquences aujourd'hui vous en tirez, conséquences politiques, stratégiques, sociales, culturelles? Vous parliez de la Syrie, donc dans la relation entre l'Occident et le Moyen-Orient. Vous avez des choses terrifiantes qui se passent dans cette région. Et c'est pour ça qu'on a pu dire aussi que le Moyen-Orient, périodiquement, peut devenir des terres de sang. Au XIXe siècle, les Balkans étaient une terre de sang. Durant la Première Guerre mondiale, l'Anatolie était une terre de sang avec les génocides qui ont été commis. Et aujourd'hui, la Syrie et l'Irak sont des terres de sang avec les terribles violences
qui s'y impliquent. Et là, quand vous avez violence, vous avez urgence. Et urgence humanitaire, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont militer pour des interventions au nom de la défense des populations. En 1822, Delacroix fait les massacres de Kew. Un peu plus tard, Victor Hugo fait l'enfant grec. Vous avez une mobilisation des opinions publiques en Europe, Lord Byron, etc., pour intervenir au profit des Grecs. Aujourd'hui, nous avons les images de la Syrie en ruine, des millions de réfugiés sur les routes, etc. C'est toujours le même mécanisme de l'urgence, ce qui fait que les crises d'Orient, pour qu'elles fonctionnent en quelque sorte, impliquent une situation d'urgence, y compris une situation d'urgence humanitaire. Alors une situation d'urgence, et puis j'emploie un terme que vous utilisez dans vos ouvrages, une situation de brutalisation aussi des populations. Oui, alors bon, avec des périodes calmes, même s'il y a eu la révolte palestinienne et la révolte syrienne dans l'entre-deux-guerres, le Moyen-Orient a connu une période relativement calme de la fin du premier conflit mondial jusqu'à 1945. Et la Seconde Guerre mondiale n'a fait qu'à peine effleurer le Moyen-Orient. On dirait, pour simplifier les choses, qu'on a dû se battre 2 mois au Moyen-Orient. Oui, durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, où il y a eu la guerre du désert occidental, mais au Moyen-Orient proprement dit, la guerre est passée pratiquement à côté. Et puis ensuite, vous avez les mécanismes qui se sont imposés après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la rencontre entre le conflit israélo-arabe d'un côté et la guerre froide de l'autre, et ensuite, à partir des années 1980, un second foyer de tension qui a été l'Irak, d'abord dans la guerre Irak-Iran, moi j'appelle plutôt la première guerre du Golfe, et puis ensuite la seconde de 90, la troisième de 2003, et on peut dire qu'on en a eu une quatrième contre Daesh, etc. Et alors là, nous avons maintenant des populations qui ont d'abord été brutalisées par des régimes, je ne peux pas dire totalitaires, parce que ce n'avait pas une véritable idéologie, sous-jacente, mais complètement autoritaire, avec la peur permanente de dire ce qu'on pense et pour sa sécurité personnelle. Et puis nous avons maintenant des millions de personnes qui ont été ballottées par les violences au XXIe siècle et qui se répercutent sur notre propre sol, enfin au sol européen en général. Alors, on abordera la question de l'Europe et voire plutôt de la France ultérieurement. Alors, vous parliez de la situation présente et pour certains analystes, la clé de la résolution des problèmes actuels, elle est dans à la fois le sort des combattants de Daesh, ou encore dans l'avenir des communautés qui revendiquent un rôle politique, voire un destin national, les sunnites en Irak, les Kurdes et les Palestiniens. Et au-delà, comment, dans une perspective d'avenir, vont jouer des forces profondes comme la démographie, les transformations économico-sociales ou encore l'influence de l'islam politique sur la région et sur son évolution. Vous savez, les historiens sont relativement bons à prédire le passé. Pour l'avenir, c'est un peu plus compliqué. Pour eux, bon, les chiffres démographiques indiquent plutôt des ralentissements, des croissances démographiques, même si ça reste élevé pour la zone arabe, mais la Turquie et l'Iran sont actuellement pratiquement alignés sur des démographies de type européen. Donc là, la grande croissance démographique, elle est passée. Elle est derrière nous. Elle est derrière nous, même si, évidemment, il y a une inertie des phénomènes. Si vous avez des millions de couples jeunes, même s'ils font moins d'enfants que leurs parents, il y a un maintien. Alors là, on entre dans le grand paradoxe de cette région.
du monde, parce que d'un côté, on vous dit, pour des raisons culturelles, civilisationnelles, religieuses, elle est fermée sur l'extérieur, mais en même temps, elle est totalement ouverte. Le taux de gens bilingues dans cette région du monde est probablement supérieur au bilinguisme qu'on pourrait observer en Europe. Ce qu'on vous dit, il y a peu de traduction vers l'arabe, ben oui, c'est parce que les Arabes le lisent dans les langues originales, le français. L'anglais, vous avez une immigration de cette région du monde vers l'extérieur depuis 1880. Donc vous avez une gigantesque diaspora arabe qui s'étend sur plusieurs continents et qui est en relation avec la terre d'origine. Je pense que 2 villages français du Massif central sont plus enclavés que 2 villages arabes qui ont des relations permanentes avec l'Afrique du Nord, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la côte africaine atlantique, et ainsi de suite. Et donc c'est le paradoxe d'une région qui apparaît à la fois fermée sur elle-même et bien plus ouverte sur le grand large que d'autres régions. Alors peut-être sur un point plus particulier, l'islam politique, qui évidemment est un sujet d'importance en Europe, en Occident. Comment vous voyez son implantation, enfin, sur le temps long de l'histoire et peut-être, alors même si en effet, demander à un historien de regarder vers l'avant, mais bon, j'allais dire avec peut-être des phénomènes d'inertie que vous évoquiez, on peut peut-être regarder ce qui peut réarriver. Bon, l'islam politique, bon, c'est une genèse au XIXe siècle, évidemment. Ce que certains historiens ont appelé la politisation de l'islam à la fin de l'époque ottomane, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle. Et puis, bon, l'islam politique, c'est mille et une choses totalement différentes. Certains de mes collègues disent que c'est d'abord un langage politique au lieu d'être une essence, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des pratiques démocratiques à partir d'une définition islamique et on pourrait tomber sur des islamo-démocrates comme on a eu des chrétiens démocrates. Mais de l'autre côté, vous pouvez avoir des djihadistes, des intégristes absolus dans un rêve utopique, mais utopique plutôt un bon sens, enfin d'un rêve quasi sectaire de mort à travers un califat qui n'a jamais existé dans l'histoire. Donc, derrière l'étiquette islamisme, vous avez des tas de phénomènes d'une extrême différence. Alors, en réalité, ce que nous a enseigné la période la plus récente, c'est appelé en 2011, quels sont les souhaits réels des populations. On l'a vu dans les printemps arabes d'un côté et dans les migrations de l'autre. C'est-à-dire ce que les gens souhaitent fondamentalement, c'est des droits économiques, sociaux et politiques. Ils veulent un minimum de sécurité sociale et ils veulent une liberté d'expression politique et de choix politique. Et en un sens, si les gens migrent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas ça chez eux avec les régimes autoritaires qui ont repris la main depuis les printemps arabes. Et alors, donc, les transformations économico-sociales au sein du Moyen-Orient, elles ne sont pas suffisantes pour maintenir les populations et leur donner des perspectives chez eux. C'est un peu ce que vous... où il y a quand même des phénomènes qui disons que vous avez de transformer la région, y compris sur ce plan-là. C'est tous les problèmes de ce qu'on a peu appelé une contre-révolution. En 1848, après le printemps des peuples, vous avez eu un vaste mouvement contre-révolutionnaire en Europe, mais de la contre-révolution européenne est né le Second Empire en France, l'unité allemande et l'unité italienne. Et donc, toute la question est de reprendre la formule célèbre du Guépard. Oui. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et l'idée que quelque part aussi, la contre-révolution, si elle veut se maintenir, est obligée de changer les choses. Et donc, y compris sur le plan économique et social.
Et je veux dire, entre les conservateurs de 1850 et le monde de 1880, il y a un abîme. Et d'autre part, vous avez l'effet générationnel. Si vous avez 20 ans en 2011, vous en aurez 70 en 2060. C'est-à-dire que l'ombre de 2011, il va porter sur un demi-siècle. Et on a bien vu, par exemple, que la chute de l'Union soviétique enfin, les hommes de Gorbatchev étaient les hommes qui avaient 20 ans au moment des dégènes des années 50 et qui accèdent au levier du pouvoir 30 ans après. Donc on ne peut pas dire ce qui se passera, mais ce n'est pas parce que les contre-révolutions l'ont emporté pour l'instant que les choses ne vont pas bouger. Parce qu'on ne peut pas revenir à la situation antérieure. Alors, intéressons-nous peut-être à la France, au cas de la France et à sa relation avec le Moyen-Orient, si je puis dire, puisque le président Macron, qui s'exprimait devant les ambassadeurs fin août, rappelait l'importance pour la France d'un Moyen-Orient stable, hein, à la fois pour les intérêts de la France, mais aussi pour ses valeurs. Alors, quelle analyse de l'action de la France au Moyen-Orient tire l'historien que vous êtes, je dirais, depuis que, pour reprendre une formule célèbre aussi, le général de Gaulle volait vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Un peu trop simple dans son cas, d'ailleurs. Oh. Un peu trop simple dans son cas. Un peu trop simple, oui, ben justement, alors voilà. Il y a cette chose magnifique, c'était un magnifique Jacques Behr qui avait forgé en 1956, qui est la chose franco-arabe. Et donc cette chose franco-arabe, elle se décline de mille et une façons. D'abord, elle est une réalité maintenant métropolitaine, au sens où nous avons une fraction de la population française qui est d'origine arabe, comme d'autres fractions sont d'origine bretonne, provençale ou alsacienne, ou autre. Et donc nous avons une relation organique avec le monde arabe via cette réalité humaine. Bon, il y a aussi l'existence de l'islam de France. Et puis, tout simplement, vous avez traditionnellement le problème du voisinage de la politique méditerranéenne. Le bon sens d'un côté, l'expérience aussi a montré que pour reprendre une métaphore célèbre, si le champ du voisin brûle, l'incendie risque de se communiquer chez vous. Et on avait bien vu dans les années 90 que quand vous aviez une guerre civile en Algérie, elle s'est répercutée sur le sol français. Et donc, du fait même de cette proximité géographique et le fait qu'on ne peut pas éviter que les conflits de la région ne se répercutent chez nous, nous devons avoir une politique active dans cette région du monde. Bien, Henri Laurence, nous arrivons au terme de cet entretien et je voudrais vous remercier pour l'éclairage que vous avez bien voulu nous donner sur ce Moyen-Orient comme système, un éclairage dans la profondeur historique et je crois que c'est nécessaire, même indispensable pour aborder les défis stratégiques que pose cette région.